Il est impossible d'énumérer toutes ces idées accidentelles qui pendant 1 an ont exercé notre patience. En voici quelques-unes prises au hasard. Justine eut l'idée de se jeter à l'eau parce que l'eau l'attirait, de se précipiter par la fenêtre parce que la maison penchait d'un côté, l'idée d'étrangler son chien et de pendre ses oiseaux, l'idée de jeter sa nourriture par terre ou à la tête des gens qui entraient. Elle refuse obstinément de mettre un chapeau pour sortir, refuse de changer de chemise. Elle met du linge propre devant son mari qui l'y contraint, et dès qu'il a le dos tourné, se déshabille et remet le linge sale. Elle ne veut allumer aucune lumière, de peur de mettre le feu à sa robe et à sa maison, refuse de rien acheter au marché, de peur de voler, refuse de faire le ménage et de toucher à rien dans sa chambre. Elle est obsédée par l'idée que son piano est mauvais et ne vaut pas le prix minime dont il a été payé. Scène effroyable pendant plusieurs semaines. Elle est tourmentée par le souvenir d'avoir refusé, il y a 10 ans, une tasse de tisane à son mari, par le regret d'un petit flacon qu'elle a cassé et qu'elle pleure jour et nuit. Puis ce sera la crainte de mentir et la conviction qu'elle ment continuellement, la haine d'un petit apprenti, un amour désordonné pour le petit chien du voisin, ce qui lui fait commettre 1000 extravagances, etc., etc. Au lieu d'une seule et unique idée fixe qui avait régné pendant 20 ans, nous nous trouvons en présence d'un essaim de petites idées fixes se transformant et se renouvelant sans cesse. Pour montrer la gravité de ces idées secondaires accidentelles, j'insisterai sur quelques-unes d'entre elles qui revêtaient des formes intéressantes. Justine est préoccupée d'un morceau de musique qu'elle étudie et depuis ce moment, elle s'aperçoit qu'elle ne voit plus clair, car il y a devant ses yeux une poussière noire. En examinant avec plus de soin cette poussière, elle constate avec étonnement que ce sont les notes de musique de son morceau qui sont constamment devant elle et l'empêchent de voir assez pour se conduire dans la rue. Voilà de nouveau une hallucination visuelle. Elle a lu quelques pages d'un roman d'Eugène Sue, dans lequel un des personnages est fort orgueilleux. Elle se met si bien dans la peau de ce personnage qu'elle entend des gens qui lui reprochent sa conduite et son orgueil. C'est une hallucination auditive. Elle a peur de mentir. Cette idée du mensonge, fréquente chez ces malades, dépend sans doute du trouble de leur attention, mais chez Justine, cette idée s'exprime par une voix intérieure qui lui reproche sa malhonnêteté. C'est la même voix, la malade l'a remarqué elle-même, qui autrefois disait « choléra, choléra ». On reconnaît les anciennes hallucinations kinesthésiques verbales. Dans d'autres cas, les idées fixes vont provoquer des mouvements subconscients. Préoccupée d'un changement de domicile, Justine rêve toutes les nuits qu'elle déménage. Elle fait des mouvements pendant son sommeil et le matin se réveille avec les bras et les jambes contracturés. Ces contractures sont particulièrement intéressantes, elles sont nettement systématiques. Tous les muscles ne sont pas tendus au même point. Ils le sont à des degrés différents, de manière à maintenir le membre dans une position rigide mais expressive. Les bras sont en avant du thorax, à demi fléchis, comme s'ils portaient un objet lourd, figure 22. L'une des jambes est étendue sur la cuisse, avec le pied fléchi sur la jambe. L'autre jambe est à demi fléchie, c'est la position que prennent les membres inférieurs quand on monte un escalier. Elle eut ainsi assez fréquemment des contractures systématiques de ce genre à la suite de rêves qui se sont produits pendant la nuit ou même pendant le jour. Elle rêve qu'elle marche la tête en bas et contracture ses bras dans l'extension au-dessus de sa tête. Elle rêve qu'elle grimpe aux arbres et les mains restent en griffes. Elle rêve surtout à son piano et fait des efforts pour atteindre l'octave. Et voici les deux mains qui restent immobiles, les doigts raides et écartés au maximum, comme pour faire l'octave, figure 23. Ces contractures systématiques sont fort intéressantes et nous aident certainement à comprendre non seulement les contractures et les idées fixes, mais encore le mécanisme de la volonté. Dans mon travail sur l'automatisme psychologique, j'ai fait remarquer que ce fait se constate facilement au cours des expériences sur la suggestion. Je lui avais suggéré de prendre à son réveil une fleur dans un bouquet. Elle le fit inconsciemment, mais au bout d'un instant jeta les yeux sur ses mains et poussa un cri. La main était toute contracturée, dans une position élégante mais gênante. Le pouce et l'index rapprochés, serrant une rose, les autres doigts légèrement courbés mais également rigides. 1. Automatisme psychologique, 1889, pages 358 et 361. On peut les provoquer plus fréquemment encore en suggérant au sujet que sa main s'immobilise et se raidit dans la position qu'elle a prise.
À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de signaler des contractures de ce genre survenues spontanément à la suite de divers accidents. 1. Les actes inconscients et la mémoire pendant le somnambulisme, Revue philosophique, 1888, 1, 243. Accidents mentaux des hystériques, 1893, page 109. L'observation qui me semble de beaucoup la plus remarquable est celle que j'ai présentée en collaboration avec monsieur le professeur Raymond au dernier congrès de psychologie à Munich. Il s'agit d'une femme de 40 ans, VK, qui présente une contracture très particulière des deux jambes en extension, figures 24 et 25. Une discussion de la forme de cette contracture se trouve indiquée dans une leçon de monsieur Raymond que j'ai recueillie. 2. Professeur Raymond, Clinique des maladies du système nerveux, 2e série, 1897, page 729. Elle montre que cette position n'est pas due à la contracture générale de tous les muscles, mais à des contractions inégales et systématiques de ces muscles. C'est une attitude permanente qui exprime une idée permanente et, dans ce cas, cette idée n'est rien moins que celle de la crucifixion. Cette malade est une extatique, qui rêve continuellement au supplice de Jésus-Christ, qui, dans ses attaques d'extase, joue la scène de la crucifixion et qui a même présenté sur la face dorsale des pieds des bulbes de pemphigus représentant les stigmates du Christ. Figure 26. En présence de ces cas, il est juste d'insister sur la relation qui existe entre les contractures et les catalepsies, surtout sur celle qui existe entre les contractures et les idées fixes. Ces contractures systématiques ne s'observent pas très fréquemment. Pour que les idées fixes prennent cette forme, il faut qu'elles se développent d'une manière subconsciente chez des hystériques. Il est vrai également que les contractures, d'ordinaire, ne gardent pas longtemps cette forme. 1. Accidents mentaux des hystériques, page 109. Peu à peu, tous les muscles se contractent davantage et le membre prend la position classique de la contracture générale. Les phénomènes subconscients sont, comme nous l'avons montré, très envahissants. Ils ne restent pas limités et ne tardent pas à grandir et à supprimer ou à modifier d'autres faits psychologiques en apparence étrangers. C'est ainsi que les anesthésies s'étendent, que l'amnésie du somnambulisme gagne et que les instants qui précèdent l'état second sont oubliés, comme le somnambulisme lui-même. Pour voir des phénomènes subconscients très nets, et en particulier des contractures systématisées, il faut pouvoir les observer dès le début. Ces idées accidentelles de notre malade produisent aussi des attaques et des délires, et nous ne rapporterons à ce propos qu'un incident qui nous a causé assez d'inquiétude. Justine, qui semblait assez bien portante, avait été le matin prendre une douche à l'hôpital. Elle revint avec cet air sombre qui annonçait quelque orage, mais ne put expliquer ce qui la tourmentait. Vers 3 heures de l'après-midi, elle entra dans une colère furieuse et, armée d'un couteau, courut après son mari pour le frapper. Dans un instant de conscience, elle cria « Sauve-toi, je vais te tuer !» Puis elle s'abandonna au délire. Il fallut 3 hommes pour la maintenir et l'attacher. Prévenu immédiatement, j'étais fort affligé de voir cette folie que j'avais essayé d'enrayer devenir de plus en plus grave, et je croyais qu'un internement immédiat devenait nécessaire. Cependant, je pus constater que cette nouvelle idée fixe, quoique plus effrayante en apparence, n'était pas différente des autres. Le matin à la douche, une femme avait raconté un petit événement. Une malade qu'elle connaissait avait été enfermée dans un asile parce qu'elle voulait tuer son mari. Ce fut assez. Justine avait médité ces paroles toute la journée, puis elle n'avait plus dans l'esprit que cette seule idée. Tuer son mari à coups de couteau. Et cette idée avait rempli une attaque, comme jadis l'idée du choléra. Cette idée fixe, dangereuse, fut heureusement facile à effacer, et Justine retrouva la tranquillité, au moins pour quelque temps. Il est en effet facile de remarquer que toutes ces idées secondaires, surtout celles du dernier groupe, pouvaient sans grand-peine être effacées. Une séance de somnambulisme pour retrouver nettement l'image initiale, quelques suggestions, quelques dissociations, en avait facilement raison. Cela tient surtout au peu de durée antérieure de ces idées. Il en est en effet des idées fixes comme des contractures. M. Charcot a bien justement observé qu'il ne fallait pas laisser traîner les contractures. Il ne faut pas non plus laisser se développer les idées fixes. Plus on les attaque près de leur origine, et plus il est facile de les décomposer et de les détruire. Mais cette remarque n'avançait pas la guérison de notre malade. À quoi bon avoir acquis le pouvoir de lui enlever rapidement une idée fixe
si elle en reprend une autre quelques instants après. Cette pullulation des idées fixes, comme des parasites sur un arbre mourant, est chez elle un fait des plus graves. Il semble que l'esprit ait été profondément bouleversé par la première obsession, et qu'il soit maintenant incapable de résister au développement de la plus petite idée qui serait semée en lui. Une comparaison un peu singulière nous permet de comprendre cet état et son caractère dangereux. On sait que nos organes sont normalement très peu accessibles aux infections, bien que des microbes nombreux et variés soient sans cesse déposés sur les orifices, ils ne pénètrent guère et, dans l'intérieur du corps, les muqueuses restent stériles. Cette résistance de l'organisme aux infections tient à bien des causes, mais dans certaines circonstances, elle est vaincue. Une espèce microbienne spéciale, particulièrement dangereuse, amène l'infection primitive de l'organe. À partir de ce moment, il se produit un phénomène bien curieux, qui a été particulièrement mis en lumière par M. Jules Janet. 1. Jules Janet, réceptivité de l'urètre et de l'utérus, Annales des maladies des organes génito-urinaires, août 1893. À propos d'un organe spécial, l'infection primitive guérie, l'organe ne revient pas à son état de résistance et d'immunité antérieure. Il reste au contraire pendant un temps quelquefois très long dans un état de réceptivité, c'est-à-dire qu'il se laisse infecter très facilement et à tout instant par tel ou tel microbe banal qui auparavant n'avait aucune action sur lui. Ces infections secondaires de la pathologie organique ne me semblent pas sans analogie avec les idées fixes secondaires de la pathologie mentale. Nous voyons d'un côté comme de l'autre que la maladie n'est pas terminée avec l'infection ou avec l'idée fixe primitive. La réceptivité qui subsiste donne naissance à des rechutes sans cesse répétées. Chacune de ces rechutes est dangereuse. Il est facile de voir, pour revenir au sujet qui nous occupe, que chaque idée fixe nouvelle peut s'affermir et grandir, et qu'elle constituerait très vite une maladie tout aussi grave que la première. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'une de ces idées nouvelles ne puisse, par association, réveiller la première et faire retomber la malade dans l'état d'où elle était sortie. La guérison, qui nous a coûté tant de peine, est donc bien compromise, et ne semble pas avoir été aussi complète que l'on pouvait l'espérer. 3. La suggestibilité et la boulie. Les idées fixes accidentelles que l'on vient d'étudier ne sont pas pour nous un phénomène inconnu. Elles sont tout à fait identiques à des phénomènes bien analysés dans des études expérimentales, les suggestions. Dans les unes, comme dans les autres, nous trouvons ce même développement des éléments sensoriels et moteurs contenus dans une idée, ce même isolement de la pensée qui se sépare de la conscience normale. C'est là une supposition facile à vérifier sur notre malade. Justine était, dès les premiers jours où nous l'avons connue, étonnamment suggestible. Il suffit de lever un de ses bras en l'air pour qu'elle l'oublie dans cette position bizarre. Bientôt même, le membre se contracture in situ, ce qui nous donne la reproduction expérimentale des contractures systématisées. Un mot, pendant son état de veille, le plus normal, provoque toutes les hallucinations ou détermine des rêves qui seront accompagnés d'hallucinations spontanées. Ces idées suggérées se développent avec force et tout à fait en dehors de sa personnalité normale. Il ne serait pas prudent de se mettre sur son passage et de chercher à l'arrêter quand je lui ai donné une suggestion. Elle devient aussi entêtée, aussi violente, aussi peu consciente que dans ses attaques naturelles. Le souvenir, d'ailleurs, est rapidement perdu après ces actes suggérés, comme après les idées fixes. Enfin, il est facile de provoquer des actes subconscients de toute espèce, des écritures, et même des paroles tout à fait automatiques qu'elle prononce sans s'en rendre compte et sans pouvoir les arrêter. Comme elle murmurait jadis le mot choléra. L'origine même de ces idées fixes accidentelles, une parole entendue par hasard, un fragment de journal qu'elle a lu, etc., est la même que celle des suggestions. Et l'on peut conclure, en réunissant par un même mot les deux phénomènes, c'est à l'extrême suggestibilité de cette femme que sont dues les idées fixes sans cesse renaissantes. Certains auteurs n'ont pas hésité à affirmer que la suggestion n'était pas un phénomène propre à certains malades et que nous étions tous suggestibles. Cette opinion provient sans doute de certaines confusions de langage, car, sous le nom de suggestion, on a voulu confondre tous les phénomènes mécaniques de la pensée, mémoire, association d'idées, habitudes, etc. Mais si on restreint le mot de suggestion à un fait précis,
le développement complet et automatique de certaines idées en dehors de la volonté et de la conscience personnelle, on sera convaincu, croyons-nous, que la suggestion est un phénomène nettement pathologique.